Rebonjour, alors nous voici de nouveau en direct sur le plateau du Cial TV pour un troisième débat qui a pour titre l'importance des enseignes dans la nouvelle vision du food service. Alors hier encore très critiquées, les chaînes de restauration sont aujourd'hui de vrais moteurs d'innovation. Nouveaux concepts, nouvelles recettes, nouvel environnement et dimension marketing adaptées aux attentes des consommateurs. En compagnie de mes trois invités, nous allons faire le point sur cette évolution et sur ses perspectives. À mes côtés donc, Nicolas Nouchy, directeur général de CHD Expert, une entreprise qui assiste ses clients en Europe et en Amérique du Nord par la collecte et l'analyse des données sur le marché de la consommation hors domicile. Nabil Razali à ma droite et David Boukobza également à ma droite sont eux les cofondateurs et directeurs général de Côme, un nouveau concept de restauration urbain à mi-chemin entre un jour et un cogent, pour donner une idée de l'enseigne. Leur cantine chic, déjà au nombre de 3 à Paris, bientôt je crois 4 en 2013, sont une bonne illustration du phénomène. Donc tous les trois vont nous aider à décrypter la tendance de cette restauration à la fois rapide, chic et chère. Et oui. Bonjour Nicolas Nouchy. Bonjour. Bonjour Nabil Razali. Bonjour. Et bonjour David Boukobza. Bonjour. Alors tout d'abord, messieurs, j'aimerais qu'on décrive et qu'on explique à nos auditeurs qu'est-ce qu'une enseigne de restauration hors domicile. Alors déjà, c'est vrai qu'à mon avis, c'est intéressant de cercler l'univers d'analyse, entre guillemets. Déjà, les enseignes, elles nous entourent dans leur globalité déjà ici, sur le salon. Puisque quand on regarde l'ensemble des halls, il y a des enseignes de restauration qui sont multiples et variées. Une enseigne de restauration, on va la retrouver sur 3 univers. L'univers de la restauration rapide, qui est en très fort développement ces 10 dernières années et qui va être à mon avis le sujet principal de notre discussion. Les enseignes de restauration à table, qui se développent également, parfois en proposant des espaces de restauration à emporter, enfin plus rapidement servis, et puis également qui se développent et qui suivent les nouvelles tendances alimentaires et les nouvelles attentes du consommateur. Et puis ensuite, une autre approche de la restauration sous forme d'enseigne, où on va dire hébergée, sous la forme d'enseignes hôtelières qui proposent de la restauration, ou dans un univers qui va être plus celui des circuits de vente alternatifs, qui vont être par exemple les stations-service, les espaces dans lesquels il est possible de pouvoir consommer. Donc il y a un gap énorme entre énormément toutes ces enseignes. d'amplitude. C'est une large amplitude. Comment est-ce que vous décririez ces nouvelles tendances alimentaires sur lesquelles surfent les enseignes de restauration hors foyer ? Alors, et là, les autres intervenants seront, à mon avis, les meilleurs, témoigneront très bien. On va les entendre très vite, rassurez-vous. Sur ce sujet. Déjà, on voit bien que le marché a beaucoup évolué. Ça a été boosté essentiellement par les enseignes de restauration rapide et ces fameuses cantines chic qui ont suivi et qui ont surfé sur les attentes du consommateur. Les attentes du consommateur, avant tout, et c'est encore en train d'évoluer, c'est la montée en gamme des produits, des attentes en termes de qualité, des attentes en termes d'innovation, et on est dans l'endroit idéal pour l'innovation, parce que le Cial est quand même représentatif et symbolique de l'innovation. Évidemment. Des attentes en termes de nouvelles normes, en termes de design, en termes d'architecture, en termes d'espace pour le consommateur, pour qu'il puisse faire un break, notamment dans un moment du déjeuner sur lequel il y a des besoins spécifiquement français. Paradoxalement, dans un moment où on le voit, la pause déjeuner raccourcit de plus en plus. La pause déjeuner se raccourcit, mais autant, et ça on va en parler certainement, autant le marché américain inspire beaucoup le marché français aujourd'hui et les enseignes, autant le consommateur français a encore besoin de s'asseoir. Il veut commander en 3 minutes, mais par contre, il veut rester quand même un certain temps sur son lieu pour pouvoir consommer. Donc, des attentes qu'on va retrouver en termes de qualité, de montée en gamme, de design, d'innovation et de nouveauté. C'est, à mon avis, les éléments principaux. Je crois qu'effectivement, Nicolas a fait un point assez précis sur ces nouvelles tendances. On est en plein dedans, c'est-à-dire qu'avec David, on a voulu créer effectivement un espace d'accueil tout d'abord. Les gens ont besoin de se sentir accueillis, ont besoin d'être en espace globalement, comme l'on disait tout à l'heure, plutôt chic et urbain. Et ce besoin aussi d'être acteur de son déjeuner, de ne plus subir une alimentation dont il n'a pas envie. Donc aujourd'hui, ça a été un petit peu le gros travail que l'on a réalisé depuis déjà 4 ans. Donc Nicolas connaît un petit peu nos unités. On est sur des espaces qui sont relativement particuliers, aujourd'hui très urbains. On est dans une bulle d'oxygène. Le client a besoin de se sentir rassuré lorsqu'il arrive.
Et il y a cette notion de traçabilité aussi, effectivement, quand il y a l'effet un petit peu, je dirais un petit peu chaîne, un petit peu bulle, plusieurs unités dans Paris, on a une espèce on rassure le client dans ce sens, et c'est ce qu'il recherche Vous aujourd'hui. voulez dire, vous le rassurez par le biais de l'environnement, du décor ou d'un accueil particulier? Alors en fait, c'est les deux. L'environnement est très important. Lorsqu'on rentre, le client a besoin de se sentir rassuré. Nous, on le sent, on le ressent. On est sur un environnement très clinique, très blanc, donc il y a il y a la notion de propreté, bien évidemment, d'hygiène, qui est très important pour le client. Nous, on le sent lorsqu'ils arrivent. Ils vont, à la limite, prioriser, je dirais, un environnement presque clinique le midi, plutôt que chaleureux, parce qu'il a besoin de se sentir rassuré. Donc aujourd'hui, ça a été un petit Donc, peu c'est notre... l'aspect hygiéniste de la restauration. C'est ce que Complètement. vous envisagez. Alors bien sûr, alors après, on vous expliquera comment on le retrouve aussi sur notre offre. Et c'est ce qui est important. Non, tout à fait. Je crois que les gens ont besoin d'être rassurés sur cet aspect propre, manger sain, équilibré, etc. Et c'est vrai que ça se traduit aussi par le contexte dans lequel ils vont être. Et ils ont besoin d'être rassurés, que ce soit du début de leur entrée jusqu'à ce qu'ils vont déjeuner dans leur assiette, quoi. Quand vous parlez de réassurance, parce que je trouve que le mot est fort, hein, rassurer le consommateur, est-ce que c'est dû à un contexte, un passif de contexte, axé sur la malbouffe, axé sur certaines dérives alimentaires? C'est dû à quoi? Pourquoi ce besoin de réassurance du client? Je pense que nous, on l'a senti au cours de notre, si je peux me permettre, au cours de notre activité en fait. Au début, on est très porté sur, on vient d'univers un petit peu similaire, du tourisme de luxe. Donc on avait une approche très aboutie de l'espace que l'on voulait créer. Donc on y a mis les moyens. On nous le reprochait même au début en disant vous mettez trop de moyens sur votre première unité pour vendre Des choses trop simples. presque, je dirais. Et en fait, ça s'est avéré payant par la suite, parce qu'au début, on a eu un démarrage difficile, on était connotés cantine, chic, cher. Donc les gens avaient un peu peur de franchir, je dirais, le seuil, la porte. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si cher que ça, que c'était parfaitement abordable. Et là, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait un axe très très fort sur notamment le fait d'avoir une unité, je dirais, presque saine, contrairement aux vieilles brasseries du coin qui, elles, voilà, il y avait encore cette odeur de graillon quand on rentrait, etc. Même, je dirais, bonne. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on l'a senti. Je dirais que c'était un axe de développement très important pour nous. D'accord. On a, ces derniers temps, beaucoup vu et parlé du bio, mais plus largement, il semble que le vrai sujet soit la naturalité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu cette tendance, et d'un côté au bio et de l'autre côté à la naturalité? Parce que je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, vous parlez d'une tendance qui est le bio, et on peut parler de toutes les tendances et rejoindre le sujet principal finalement de cette réunion, c'est que toutes les tendances sont quand même véhiculées par les enseignes. Les enseignes, elles sont quand même là pour véhiculer des premiers niveaux de tendance qui sont souvent suivis derrière par les indépendants et qui sont qui sont suiveurs sur certains de ces concepts. Effectivement, le bio est quelque chose qui a beaucoup véhiculé, qui est toujours latent dans l'univers de la restauration, qui est un élément principalement marketing pour essayer de vendre du bio à un consommateur qui a certaines attentes. On a plutôt tendance à noter de notre côté qu'il a un petit peu stagné. Le concept bio pourrait être dépassé par un concept qui est largement supérieur, qui est celui des produits sains, de l'équilibre nutritionnel, de l'équilibre dans son ensemble, d'avoir l'impression de bien manger avec certains produits, avec certaines denrées qui sont fabriquées par des belles enseignes comme Com, qui justement proposent des produits qui véhiculent cette image-là. Et derrière ça, il y a le bio. Donc le bio est présent de façon en filigrane. Filigrane. C'est ça. Il va revenir à la charge. Dans l'image. Oui, il va revenir à la charge sur des catégories de produits. Quand il sera encore plus pénétrant dans l'univers du food service, il est très présent en grande conso, pas encore suffisamment dans l'univers du food service. Mais avant cela, il y a le plaisir qui va avec cette montée en gamme. Il y a le plaisir et qui est véhiculé par cette notion d'équilibre. Alors vous, Nabil Razali et David Boukobza, je crois que vous n'avez pas vraiment fait le choix du bio dans vos restaurants. Vous pouvez me dire pourquoi ? Comme disait Nicolas, on est tous les jours sur nos unités avec David. On est derrière le comptoir, on est au contact client. Et on pensait sincèrement au début que le point d'entrée était le bio. On pensait sincèrement qu'on allait être assailli par des questions, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est bio ?
Et en fait, pas du tout, ça vient même très rarement. Je ne sais pas si le client est encore prêt. Aujourd'hui, le déjeuner du midi, on est encore quand même. Enfin, les gens font attention quand même. On a un panier moyen qui est quand même beaucoup plus faible que la restauration du soir. Donc, je ne sais pas s'il est encore prêt à débourser pour du 100% bio. En revanche, la question qui vient tous les jours, c'est le produit frais. Donc, on est presque devenu, on est presque entre guillemets presque des maraîchers. Donc, nous, on a un grand salade bar et on dit aux clients, vous le voyez, nos produits arrivent le matin, frais, de Rungis. Ils voient les camions arriver le matin. Mais nous, on hallucine qu'on est les clients, ils sont super sensibles. Je suis passé ce matin à 8h devant votre restaurant et j'ai vu la livraison de produits frais. C'est rassurant. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est surtout manger frais, sain et le fait maison. Très important. Concernant justement vos plats cuisinés qui, je crois, sont mis en place par quelqu'un qui travaille chez Hélène Darroze, Stéphane Marion, qu'en est-il ? On a choisi à la base d'avoir un grand chef pour nous aider dans la confection de ces plats, ce qui était très important pour nous. C'est une caution pour vous. C'est une caution de garantie, de fraîcheur produit, qualité produit et le sérieux qui entoure l'enseigne Com. Les gens sont rassurés quand ils voient ces produits, quand ils voient qu'il y a une image d'un grand chef qui est derrière. Ça les rassure et d'ailleurs, nous, c'est des produits qui tournent très bien, qui marchent très bien chez nous. Donc ça a permis de diversifier notre offre et de compléter notre offre sur une offre plat chaud et en même temps salade. Je dirais que ce qu'on peut rajouter là-dessus qui est intéressant, c'est que là, on a une première tendance qui nous vient d'ailleurs des États-Unis. C'est les États-Unis qui ont amené cette première tendance de dire je fais du produit frais, from the scratch. Dès le départ, c'est moi qui le produis complètement. La prochaine étape, elle existe déjà aux États-Unis dans certaines enseignes et elle va arriver de plus en plus en France. Ce n'est pas seulement des produits frais, mais des produits locaux, régionaux. Quelque chose qui a été fabriqué ou qui a été élevé à moins de 50 km de l'endroit où vous mangez. C'est-à-dire qu'on va cuisiner en France bientôt le produit de la MAP locale. En tout cas, il y aura certainement des gammes de produits qui communiqueront autour de ça. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait, on en parlait encore il y a 1 heure. Il y a eu une émission très intéressante cette semaine sur Global Gâchis, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Canal+, qui parlait justement de tous ces produits qui étaient importés, etc. Nous, on a fait ce choix de réaliser ces fameux plats cuisinés à partir des produits existants dans notre restaurant. C'est-à-dire qu'on a un énorme salade bar, nous avons 42 ingrédients, ce qui est amplement suffisant à créer une quantité de plats à l'infini. Donc le choix a été à partir des ingrédients que nous avons sur place, avoir des plats cuisinés et éviter ce global gâchis, comme on dit. D'accord. Au-delà de la naturalité dans l'ensemble des enseignes, on remarque aussi une nette tendance aux monoproduits. Alors, par exemple, les bars à soupe, les bars à salade, les restaurants de pâtes, et puis là, tout à fait récemment, je crois, du veggie à la sauce fast-food. Bon. Alors, c'est un petit peu, moi, ça m'évoque toujours ces fameux livres de cuisine qui proposent de nombreuses variations de recettes autour du même thème gourmand. J'en suis moi-même auteur, donc je connais la question. Est-ce qu'il faut en conclure que le consommateur est à la recherche de davantage de simplicité, d'où cette explosion du monoproduit, monothématique ? Alors là, je ne pense pas qu'on est forcément face à une attente du consommateur, mais plus à une volonté de l'exploitant quand il crée son point de vente et qu'il veut donner une identité à son point de vente. Le choix de Com, à mon avis, est un tout petit peu différent, mais au départ, quand je suis exploitant indépendant et que je me lance dans une nouvelle activité, je vais chercher à me reposer sur un produit star, un produit phare. Et par cet intermédiaire-là, je vais créer mon concept et essayer de le faire évoluer. Il faut rappeler que là aussi, c'est une inspiration qui vient des enseignes. 3 exploitants sur 4 qui se lancent dans la restauration veulent créer une enseigne à concept, donc veulent devenir une enseigne de restauration. Un indépendant a vocation à essayer de développer son concept. Donc, quel meilleur moyen que de trouver une thématique avec des produits qui restent, somme toute, assez évolués par rapport au burger, sandwich, pizza. La pizza va devenir plus gai avec le taglio. Le sandwich va devenir beaucoup plus évolué. On va rajouter des pousses germées, du jambon qui vient de pays, etc. Le burger va devenir gourmet burger, beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus épais au niveau du sandwich, etc. Donc, on est dans cette dimension-là de dire je crée un concept avec une thématique. Après, malheureusement, dans un univers qui est en train de se saturer ou dans un lieu urbain, vous avez beaucoup de concurrence de proximité. Eh bien, on en arrive parfois à être obligé de développer des produits complémentaires pour répondre à la demande de son consommateur et essayer de le saturer. Quel type de produits complémentaires ? Le problème, c'est qu'on va démarrer par exemple avec des bagels et des soupes et dire voilà, moi je fais une enseigne qui est basée sur le bagel et la soupe. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on perd du consommateur parce qu'on n'est pas présent sur du snack salé un peu plus classique, type de la quiche
ou type de la pizza. Là, on va faire une quiche gourmande qui va venir se présenter. Le problème, c'est qu'après, le consommateur Donc, est un petit peu déboussolé. Il n'y a plus Voilà. Et il d'identité perd son finalement. identité. C'est un choix dans lequel on se positionne, mais quand même sur un positionnement différent, parce qu'au moment où ils se sont implantés, ils étaient sur une autre optique. Alors Nabil Razali, oui. Complètement. En fait, notre point d'entrée n'a pas forcément été le produit distribué. Lorsqu'on a commencé à étudier le marché, donc il y a eu on a benchmarké pendant à peu près plus d'un an et on allait voir ces fameux concurrents que vous citiez tout à l'heure. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que David et moi-même avions des goûts diamétralement opposés. C'est-à-dire que je suis un fan de salade, il ne l'était pas forcément, il l'est devenu par la force des choses, mais il n'était pas forcément. Il était amateur de plats cuisinés, moi beaucoup moins. Il aimait les soupes, moi beaucoup moins. Donc en fait, on s'est dit, effectivement, on va se couper de la part d'un certain nombre de clients si on est trop segmentant. Donc on n'a pas voulu l'être et on s'est dit, on va avoir une offre plutôt riche. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, vous citiez deux concurrents. C'est effectivement, on a réussi à créer ce mix produit. C'est-à-dire qu'on a à la fois un bar à salade très riche, parce qu'on a quand même 10 bases différentes, 42 ingrédients, donc c'est considéré comme un bar à salade très riche. Mais on a aussi ces fameux plats cuisinés, on a aussi ces tartes salées et ces soupes. Donc tout ça fait avec du produit frais, frais Il y en maison. a pour tous les goûts. Absolument, Voilà. complètement. Bon. Je m'adresse de nouveau à Nicolas Nouchi. Est-ce que, selon vous, ces enseignes ont voulu vraiment prendre en compte l'équilibre nutritionnel du consommateur? Équilibre qui a d'ailleurs fait le jeu de la critique pour des Quick ou des McDo pendant des années. Alors, elles ont été obligées de prendre en compte l'équilibre nutritionnel. C'est-à-dire Pourquoi alors? Parce que dans un premier temps, évidemment, le consommateur évolue vers cette dimension de plaisir, vers cette dimension de besoins alimentaires de plus en plus variés. Et que, bien entendu, on est dans une société de consommation qui pousse justement à contrôler de plus en plus sa consommation, en particulier pour le déjeuner. Est-ce que ce n'est pas seulement la société de consommation, certes, mais aussi l'impact des médias, l'impact des discours des nutritionnistes, des spécialistes santé? À mon avis, oui, probablement. Je pense qu'il y a aussi une dimension aussi assez matérialiste où le corps et la gestion du corps et la gestion de la personne est de plus en plus, vigilante sur sa santé et puis également sur son équilibre, sur tout ce qu'elle mange. Alors, les chaînes et les enseignes s'y sont toutes très vite intéressées. D'abord dans une dimension de transparence pour dire, voilà, je n'ai pas peur de vous dire ce que je vous sers à manger et vous choisissez si vous prenez une denrée qui va représenter 600 calories ou une denrée qui va représenter 180, c'est à vous de choisir. Ensuite, dans une dimension de communication, parce que c'est des axes de communication. Quand on a des enseignes qui vous laissent un flashcode en vous disant vous vous connectez et vous avez tout de suite la liste de tous les produits nutritionnels chez nous, il y a vraiment une dimension marketing derrière tout ça. Évidemment. Donc c'est vraiment pour booster dans cette dimension-là. Et cette dimension marketing, elle prend des proportions parfois qui sont ahurissantes et qui sont d'ailleurs assez amusantes. On prend l'exemple des États-Unis. Il y a 4 ans ou il y a 5 ans, quand ils se sont vraiment intéressés à la dimension nutritionnelle, les enseignes, elles ont utilisé un système qu'on appelle, nous, pour s'amuser, l'effet brocoli. En fait, elles rajoutaient du brocoli dans leurs recettes, ce qui donnait un peu une dimension, je dirais, light, ou du moins véhiculait des images de plaisir et de santé et d'équilibre nutritionnel. Mais à l'arrivée, c'était sur des plats ou des denrées à 1200, 1300, 1400 calories. On mettait le brocoli dedans, puis ça donnait une dimension un peu plus, je dirais, adaptée pour le consommateur. Donc on est vraiment dans une dimension marketing. Les brocolis arrivaient comme un cheveu sur la soupe. Exactement. Ok. Qu'en pensez-vous? Nous, parallèlement à ce que vient de dire Nicolas, on s'est aperçu que dans le manger sain, on pensait avoir, nous, une clientèle qui était assez féminine, en fait, dans l'ensemble. Et on se rend compte que même les hommes sont quand même très attachés à ce côté sain, équilibré. De plus en plus, de plus en peut-être, plus, en fait. hein. Faire attention à ce qu'ils mangent, etc. Donc vraiment, il y a un équilibre entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Et on a été assez surpris de ce côté-là. Le prochain enjeu que vous pouvez ajouter, parce que ça c'est un enjeu dans 5 ans, dans 10 ans, c'est que vous pouvez rajouter à la notion d'équilibre nutritionnel la communication des valeurs nutritionnelles du produit, le végétarien qui est en train de s'implanter, le halal pour d'autres raisons, mais également le sans gluten, le sans lactose, que des produits qui aujourd'hui sont déjà énormément en train de performer dans les pays anglo-saxons et qui vont certainement intéresser de plus en plus les enseignes pour communiquer auprès de consommateurs. Enfin, pour l'instant, des offres qui sont très segmentantes. Très segmentantes Trop et quasiment segmentantes peut-être. inexistantes. C'est un peu trop visionnaire Oui. pour notre pays aujourd'hui, non? Dans une dizaine d'années, on peut les attendre ça. de façon très présente. Une vision à 10 ans. Oui. D'accord. Une question sur l'aspect citadin de ces offres. Est-ce que vous pensez que ces offres, qui sont toutes très innovantes finalement, seraient également valables dans un monde rural? Alors,
ils vont peut-être s'exprimer et nous dire est-ce qu'ils envisagent d'aller en province prochainement. Je dirais que le premier choix et la première dimension qui est importante, c'est de rappeler qu'une enseigne qui commence à Paris essaye de s'étendre sur d'autres villes. C'est le cas de beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui n'étaient pas forcément présentes dans le passé. Je pense notamment aux enseignes de sushi chic comme Planet Sushi, Sushi Shop, qui aujourd'hui sont présentes dans de nombreuses villes de province. Donc déjà, il y a une volonté d'aller en province. Il ne faut pas aller non plus jusqu'à la ruralité. C'est-à-dire que dans une commune de moins de 5000 habitants, quel type d'enseigne peut se positionner? Il faut y réfléchir, ça dépend de la thématique. Une enseigne de livraison de pizza, une enseigne de viennoiserie sandwicherie, pourquoi pas? Ça peut éventuellement s'implanter. Après, forcément, il y a des thématiques et des approches qui méritent d'être extrêmement réfléchies. Une enseigne comme Cogent, qui est quand même, je dirais, initiateur et plutôt leader dans l'univers de la cantine chic au départ, puisque ils faisaient partie des premiers à s'être implantés, ne sont toujours pas en province. Donc il faut se poser cette question-là. Je dirais, en restant en métropole et en restant en espace périurbain, pourquoi pas? Après, il y a une ruralité sur laquelle on ne peut pas dépasser. Alors, quand on sait que les Français mangent de plus en plus souvent à l'extérieur, chaque consommateur de vente à emporter dispose en moyenne de 5,4 lieux différents pour le déjeuner. C'est un chiffre qui vient de vous, Nicolas Nouchy, de vos études. Et que la part des dépenses de la restauration hors foyer dans un budget est passée de 11% à plus de 20% dans les 10 dernières années. Est-ce que ce développement de nouvelles offres n'était pas inéluctable finalement? Qui veut répondre? Moi, je peux juste vous dire une chose, c'est que déjà, cette évolution, elle est un petit peu en train de se tasser dans une période de crise qui est un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rappeler quand même le contexte de ces 2 dernières années. Le départ du consommateur de son domicile vers le hors domicile est un petit peu en dents de scie plutôt que sur une évolution qui va forcément vers le hors domicile. Pourquoi? Parce que d'abord, forcément, le taux de chômage ayant augmenté, les gens réfléchissent moins à manger entre midi et 2 heures chez eux, en dehors de chez eux. Et aussi parce que on surveille de plus en plus son portefeuille. Mais en soi, effectivement, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et sur lequel on est obligé de s'adapter à une demande d'un consommateur qui a de plus en plus envie d'aller à l'extérieur de chez lui sur les 10 dernières années et qui a des besoins qui sont de plus en plus exigeants. Et ça, c'est un point sur lequel, à mon avis, les gens de com peuvent évoquer. Ce qui a évolué au-delà de l'évolution du hors-domicile, c'est l'attente du consommateur qui est de plus en plus exigeant et de plus en plus demandeur de nouveaux produits. Oui, complètement. Nous, on le ressent au quotidien. On a eu des implantations pas forcément évidentes. On s'est installé, notre première unité rue Washington. Il faut savoir que rue Washington, dans le 8e arrondissement, juste dans la rue, il y a 30 restaurateurs. Donc, et on est entouré de concepts comme l'on évoque depuis tout à l'heure. Donc il faut être différenciant, bon, comme on vous disait, et puis très proche du client. En fait, c'est une véritable lutte quotidienne. Il n'y a pas très longtemps, on en avait fait un thème de débat. Effectivement, aujourd'hui, c'est maximiser sa présence. En tout cas, effectivement, le déjeuner nomade est devenu aujourd'hui incontournable. Est-ce que, d'après vous, c'est la critique qui a conduit ces enseignes à être de plus en plus innovantes et à communiquer différemment? Alors, ce que je sais, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a pu noter sur beaucoup d'études, qu'on a pu mener par rapport aux consommateurs, sa perception des enseignes a extrêmement progressé ces, disons, 5-10 dernières années. Alors, c'est grâce à des enseignes de cantine chic, parce qu'elles véhiculent quand même une image beaucoup plus positive que l'enseigne de viennoiserie sandwicherie classique, etc. Mais au-delà de cela, toutes les enseignes ont fait un effort considérable, aussi bien dans leur process, dans leur approche, dans leurs produits, sont nettement plus performantes et nettement plus réfléchies dans leur approche vis-à-vis du consommateur. Et je le vois ne serait-ce que sur des études récentes qu'on a pu mener sur la restauration du voyage, qui est censée être le pire du pire dans la vision du consommateur et qui a une dimension souvent critique assez forte. On a aujourd'hui près de 60% des consommateurs qui ont identifié une réelle progression dans la restauration du voyage. Donc pour résumer, le sandwich SNCF, entre guillemets, c'est quelque chose qui a disparu et qui a vocation à disparaître. Et on le voit avec non seulement des enseignes, mais aussi des sociétés qui exploitent des enseignes comme SSP ou comme Autogrill, qui sont extrêmement efficaces pour essayer de changer et de faire changer la donne et la mentalité du consommateur. Enfin, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans la restauration de voyage. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de la nécessité, dans un contexte très anxiogène et de supplition alimentaire, finalement, de sécuriser à la fois et le discours et les produits? Et là, à mon avis, comme peut bien témoigner dans cette dimension-là, je dirais que ça se résume sur un sujet, c'est la transparence.
la dimension de dire le consommateur aujourd'hui, il veut de la transparence. Bah, c'est notre travail quotidien. Là, je dirais que je devrais laisser la parole à David parce que c'est plus son domaine. Non, mais tout à fait. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a priorisé sur Com, la qualité et la fraîcheur de nos produits. Tout est reçu le matin, préparé en cuisine le matin dans chacun de nos restaurants, mis en rayon juste avant le service. Les clients chez nous sont interactifs parce qu'ils interagissent avec les préparateurs, ils préparent leur salade eux-mêmes et ils ont face à eux les produits qu'ils vont déjeuner, qu'ils vont avoir dans leur assiette. Donc, transparence, voilà. Transparence, on ne peut pas faire plus que ça. Ce n'est pas des gens qui préparent en cuisine, c'est les préparateurs préparent devant eux les produits. Donc, c'est vraiment un gage de qualité, de fraîcheur. Je résume, en fait, votre credo, c'est un peu hygiène, transparence et goût, j'espère. Goût, il y est. On insiste vraiment là-dessus. Chaque produit est goûté par nous-mêmes le matin, que ce soit nos soupes, avant de les mettre en rayon, elles sont goûtées, nos tartes, etc. Chaque jour, elles sont goûtées par nous au départ. Le goût a une part très importante aussi chez nous, bien sûr. On prend presque plaisir à jouer avec le client parce qu'effectivement, on parlait des soupes, des tartes, elles sont faites par nos cuisiniers avec des fiches recettes que nous prépare Stéphane Marion, mais elles n'ont pas forcément toujours le même goût. Donc en fait, on voit qu'on n'est pas sur du produit fini, livré, industriel. Une évolution artisanale. Complètement. Donc, et bien souvent, il y a le client qui disait hier, votre soupe de potiron, crème de marron était meilleure que la veille. mais on prend presque plaisir. Et là-dessus, nous, c'est notre moyen de communication en fait. Voilà, effectivement, elle est faite maison. Merci de nous aider en tout cas à la rendre meilleure. Et puis, le client est complètement acteur. Nicolas Nouchi, encore un mot peut-être pour conclure avant de passer la parole peut-être au public s'il y a des questions. Je vous laisse conclure ce débat. En fait, on le voit bien et donc on a la bonne illustration par l'intermédiaire de l'enseigne Com de la vraie montée en gamme des enseignes et du vrai point d'inspiration que représentent les enseignes aujourd'hui sur le marché français qui vient d'une inspiration américaine parce que là pour le coup, pour une fois, on peut dire que le marché américain a imprégné d'une certaine façon le marché français avec la notion d'enseigne. Aujourd'hui, les enseignes en France, ça représente, je dirais, une faible proportion encore en nombre d'unités, en moins de 10%, mais 30% du chiffre d'affaires du marché. Aux États-Unis, ça représente 50% en nombre d'unités et 60% du chiffre d'affaires. C'est quand même une population importante. On sait qu'elles vont augmenter de plus en plus parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est évidemment une progression de toutes les très grosses enseignes, type McDonald's, Quick, etc., mais également une progression de toutes les enseignes jeunes, comme l'enseigne Com, qui a vocation énormément à progresser sur ces futures années et qui va se développer de plus en plus parce qu'elle est vraiment encore plus différenciante que l'enseigne classique. On leur souhaite en tout cas. Bien sûr. Alors, peut-être y a-t-il des questions dans le public ? Bonjour. Bonjour. J'ai une question, puisqu'il y a de plus en plus d'enseignes à Paris, donc vous faites la proximité envers le client. Est-ce que vous ne pensez pas à la livraison à domicile? La livraison à domicile pour être plus proche du client encore. Pour nous, en ce moment, la question se pose réellement. Parce que la difficulté que l'on a, c'est que nous sommes principalement basés sur des zones urbaine et on répond principalement à une clientèle du midi. Donc effectivement, nos unités ne sont pas exploitées le soir. La plupart des enseignes de type cantine chic ne sont pas exploitées le soir. Et effectivement, il faut externaliser un petit peu le business, mais ça c'est un point sur lequel nous travaillons en ce moment. On a fait aussi le difficile pari d'aller s'installer dans une salle de sport. Donc aujourd'hui, notre deuxième com a été installé au Wahoo Club Med Gym. Ça nous permet aussi de voir si ce concept peut effectivement marcher ailleurs que je dirais dans une zone urbaine et une zone de travail. Merci Nabil Razali. Une autre question peut-être dans le public ? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. On parle beaucoup ici d'enseignes qui sont un peu plus récentes, mais quand on pense aux grandes enseignes, souvent américaines, de la restauration rapide, McDonald's, Burger King, Pizza Hut,
quels sont les moyens possibles pour eux, quelles sont les avenues pour moderniser leur marque en lien avec ce que vous avez mentionné comme étant les nouvelles tendances. Parce qu'on voit qu'il y a un certain écart entre ce qu'elles véhiculent traditionnellement de ce qui est dit aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé des très grosses enseignes. On aurait pu parler des très grosses enseignes qui sont déjà implantées, bien implantées en France. En revanche, elles sont également innovatrices et moteurs sur beaucoup de points, et des points qu'on a évoqués. Déjà, la première chose, si on prend par exemple l'exemple de McDonald's, ils sont moteurs sur beaucoup de points. Sur la notion, en tout cas, de plaisir, puisque dans leur espace de communication, on voit beaucoup de produits qui communiquent autour de la fraîcheur. Sur la notion de transparence, là, il y a énormément de produits et sur énormément de vagues de communication, on voit qu'on n'a rien à cacher. Et puis après, ça reste quand même les leaders en termes de propositions et d'offres produits. Si je continue avec McDonald's, on peut parler aussi de la notion de miniaturisation. Aujourd'hui, c'est une tendance qui va booster de plus en plus ces prochaines années, sur lesquelles on attend beaucoup de choses. C'est proposer les produits en plusieurs tailles et avoir une taille qui soit plus petite, parfois en prix, parfois en format. Je veux dire, quand McDonald's étant avec une approche produit à 1 € ou à 2 €, c'est parce qu'elle sait qu'elle veut saturer le panier moyen de son consommateur en rajoutant cette petite offre, cette petite option, etc. Donc je dirais qu'elles sont à leur niveau, bien entendu en restant sur la thématique du fast-food, toujours leader et toujours booster de beaucoup de nouvelles tendances. Merci Nicolas Nouchi. Encore peut-être une dernière question dans le public? Non? C'est votre dernier mot? Bon, plus de questions? Bon, eh bien, merci infiniment Nicolas Nouchi, merci David Bokobza et merci Nabil Razali. Merci. Dans un instant, le journal du Cial, présenté par Sonia Patricelli de France 24, partenaire du Cial TV. Merci à tous et belle journée. Qu'aura-t-il dans votre assiette demain? Du 21 au 25 octobre,